abonnez-vous. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud en cette journée de canicule, le pic de la canicule, si je me trompe pas. Ici, ça va. Écoutez, on est toujours en direct des locaux de Mediapart depuis plus d'un an maintenant, tous les vendredis matins de 10h à midi, avec notre revue de presse de 11h à midi et la partie invitée avant, bien sûr, celle que vous attendez toutes et tous avec les interviews, qui sera bien sûr remise en ligne sur YouTube après la fin de l'émission. Bonjour, je vois que vous êtes déjà active et actif dans le chat. Aujourd'hui, émission consacrée à Voix en exil avec deux journalistes que je reçois. Alors, nous avons Anoucha Ansari. Est-ce que vous nous entendez, Anoucha ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vous entends bien. Merci beaucoup d'avoir m'invité à ce programme. Voilà. Anoucha, elle est en audio seulement, donc je vous ai mis en photo quand vous parlez, comme ça les gens peuvent voir, mais si vous entendez correctement, c'est déjà super. Évidemment, et je reçois également Jean-Samuel Mentor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également journaliste, fondateur du média Éco-Migrant, un média d'investigation consacré à la migration, et vous avez dû quitter fin 2023 Haïti en raison de menaces de mort que vous avez reçues pour votre travail, notamment sur les exactions sur les femmes en raison des gangs criminels à Haïti. Merci beaucoup d'être là tous les deux aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son. Alors on me dit qu'il y a un petit peu un problème d'écho, mais normalement ça devrait se régler sur la voix de Anoucha. Anoucha, je propose qu'on commence par vous, comme ça me permettra de voir un petit peu si tout fonctionne correctement. Donc vous travaillez en Afghanistan vous avez travaillé en Afghanistan dans votre ville locale de Mazar et Sharif, et vous avez dû quitter le pays en 2022, 9 mois après l'arrivée des talibans au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la façon dont vous exerciez votre métier de journaliste ? Qu'est-ce que vous faisiez en Afghanistan ? Quel était votre travail ? Je crois que vous travaillez notamment pour une télé locale, c'est ça ? En fait, moi, j'ai débuté mon métier en tant que journaliste, comme vous venez de dire, à Mazar-e-Sharif. C'est ma ville que je suis née. Donc, j'ai commencé mon métier dans un télé local. Il s'appelle Ariana Balkh. Donc, à l'époque, j'étais journaliste à la télé. En parallèle, je travaillais à la radio. Et ensuite, j'ai pu travailler avec un site web aussi. Donc, c'était un peu les sujets variés qu'on a travaillé. Donc, à la télé, j'ai commencé mon métier en 2012. Donc, nous couvrions 12 provinces de la nord de l'Afghanistan. Les sujets qu'on a travaillés, c'était vraiment des sujets variés. Pour moi, notamment, c'était les sujets consacrés aux femmes afghanes, leur vie, leur situation. Donc, c'était vraiment différent. On a participé dans différents événements, soit les événements comme les conférences, soit les reportages qu'on a décidé de faire un sujet sur les femmes ou leurs droits, leurs difficultés. Vous voyez que la situation des femmes en Afghanistan, même si avant le retour des talibans, c'était compliqué. Donc, mon métier, quand j'ai commencé, j'étais vraiment plus jeune. C'était pas facile d'être une femme journaliste en Afghanistan parce qu'il y avait toujours des difficultés, les problèmes de sécurité. Donc, au niveau de avoir accès à des informations pour un journaliste, c'était pas facile. Donc, des difficultés existaient toujours. Quand même, malgré toutes ces difficultés, j'ai essayé de rester dans ce métier parce que c'était comme une émotion pour moi de rester toujours informer les gens pour travailler comme une femme journaliste en Afghanistan. J'ai travaillé dans cette télé jusqu'à 2018. Ensuite, notre télévision, à cause des problèmes économiques, je peux dire, oui. Et aussi avec des menaces sécuritaires qu'on a eues dans notre bureau. Donc, c'est fermé, notre bureau est fermé. Ensuite, j'ai continué mon travail à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan.
J'étais à Kaboul jusqu'à 2021. Je travaillais avec un site web. Cette agence aussi, particulièrement notre travail consacré aux femmes afghanes. Cette fois-ci, c'était spécialement pour les femmes journalistes. Donc, on a travaillé avec les femmes journalistes qui travaillaient dans différentes villes en Afghanistan. Donc, on a couvert cette fois aussi toutes les villes de l'Afghanistan avec nos journalistes qui étaient toutes les femmes. Donc, je travaillais dans cet endroit jusqu'à 2021, le jour que les talibans arrivent en Afghanistan. Donc, ensuite, dès que les talibans sont arrivés, notre office est fermé. Donc, ensuite, je restais à la maison, comme vous venez de dire, jusqu'à 9 mois. Après, j'ai pu quitter mon pays. Jean-Samuel, quand vous entendez l'histoire d'Anoucha sur les risques sécuritaires, sur les problèmes qu'elle a rencontrés pour exercer son métier de journaliste, je suppose que ça fait aussi un peu écho à votre situation. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez dans son histoire? Effectivement, même si la situation politique et insécuritaire n'est pas la même, mais c'est ça, c'est le travail des journalistes qui est menacé dans pas mal de pays, et surtout Haïti. Haïti, c'est un pays maintenant qui est contrôlé par des gangs presque à 90%. Et la capitale, surtout la capitale politique et économique, Port-au-Prince, qui est contrôlé maintenant par les gangs qui sont désignés comme des terroristes, parce qu'ils terrorisent vraiment toute une population. Et par la moindre, les journalistes aussi, être habitant dans un pays comme Haïti, surtout à Port-au-Prince, c'est extrêmement difficile. Et surtout, être journaliste, c'est encore plus difficile. Surtout, on sait que c'est un pays qui est précaire et c'est difficile de travailler comme journaliste parce que le métier déjà est précaire et surtout la situation en Haïti est difficile. Donc, du coup, c'est très, très, très difficile. Et moi, j'ai été confronté à ça. Ce qu'elle dit, pas vraiment la même façon, mais ça, trouver des informations, travailler, aller chercher des témoignages, parler avec des gens, et c'est toujours sous le couvert d'anonymat, et on ne peut pas travailler toujours sous le couvert d'anonymat, parce que même si la personne décide de témoigner, et elle a peur des représailles après, que ce soit des bandits ou bien des hommes d'affaires qui sont très très riches et qui contrôlent aussi ce pays. Il y a 11 familles qui contrôlent Haïti. Et maintenant, on en passe, c'est la bourgeoisie en Haïti, donc du coup, qui sont en connivence avec des gangs et qui arment ces gangs aussi. Et la politique, c'est une politique, la majorité des politiciens sont corrompus. C'est extrêmement difficile de travailler dans un pays, dans une situation pareille. Je crois qu'à Haïti, l'État est absent. Je crois que le Sénat et l'Assemblée nationale ne siègent plus. Comme vous disiez, c'est les gangs maintenant qui ont la main sur l'essentiel du pays. Vous avez même été confronté directement à des menaces de la part de ces gangs. Effectivement, depuis 2021, on est dans le chaos. C'est le chaos parce que 2021, le président a été assassiné, mais avant même que le président a été assassiné par un commando d'Haïtiens et aussi de Colombiens. C'est un crime transnational, on parle. Mais aussi avant même, il y avait le Parlement qui a été caduc, c'est-à-dire qui a été les mandats de ces parlementaires ont été arrivés à terme. Le pouvoir de cassation et aussi les juges de cassation et leurs mandats ont été arrivés à terme. Donc du coup, il n'y a pas de président pour nommer des juges à la Cour suprême, on peut dire. Et là, voilà, il y a un champ libre et les gangs, ils décident de contrôler. Et quand on parle de contrôle, c'est vraiment un contrôle. Les gangs, ils sont présents partout. Ils disent, par exemple, des fois, ils disent qu'ils vont ils vont passer à l'acte sur les réseaux sociaux surtout. Et il n'y a pas de policier qui peut vraiment barricader un quartier, une zone. Et c'est vraiment, ils sont au contrôle total. Et quand on est journaliste, on travaille. Et soit on décide de ne pas travailler, donc de ne pas dire les choses comme ils sont, soit on décide de travailler. Et si on décide de travailler, il y a les menaces qui viennent après. Et c'était le cas pour moi, et je travaille sur pas mal de sujets d'enquête dont les gangs ou bien des hommes politiques sont liés. Et quand on parle de gangs, il faut savoir aussi, ces gangs, ce sont des jeunes, 25 ans, la moyenne d'âge.
Et ces jeunes de 25 ans, ils n'ont rien aussi, mais il y a que leurs armes. Et qui donne ces armes à ces jeunes? Ce sont des politiciens ou bien des hommes d'affaires pour sécuriser leur business. Et depuis 2 ans là maintenant, ils sont indépendants, autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de ces politiciens et de ces gangs. Ah, maintenant, on parle de trafic d'armes, trafic d'organes avec d'autres cartels dans la zone Caraïbe. Dans les deux cas, hein, ce que vous expliquez sur Haïti et ce que Anoucha vous disiez tout à l'heure sur l'Afghanistan, en fait, on est face à deux États où la situation sécuritaire s'est énormément dégradée ces dernières années. Est-ce que l'un ou l'autre, alors je vais peut-être commencer par Anoucha, est-ce que vous savez aujourd'hui s'il y a encore des personnes que vous connaissiez quand vous étiez sur place qui travaillent encore, qui arrivent encore à faire des choses en tant que journaliste? Anoucha, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de ce que vous savez de la situation des journalistes actuellement en Afghanistan? En fait, la situation des journalistes en Afghanistan, c'est catastrophique en ce moment-là, parce que après la chute de Kaboul et retour des talibans, beaucoup de médias ont fermé. Donc, à cause de différents éléments, je peux dire, à cause de tout d'abord les talibans qui font des règlements très difficiles et ils surveillent toujours les médias pour contrôler les médias. Surtout pour les femmes, c'est très compliqué parce que soit elles ont perdu leur travail, soit elles restent dans une situation très compliquée pour continuer leur travail. Mes collègues, toutes mes collègues et tous mes collègues qui étaient avec nous dans les médias, soit ils ont quitté Afghanistan, ils sont arrivés dans les pays européens ou en Pakistan ou en Turquie. Toujours leur situation c'est très compliqué. Mais celles qui restent encore dans le pays, en Afghanistan, ils vivent une situation beaucoup plus compliquée. Les chiffres, c'est vraiment énorme. Presque 12 000 journalistes ont perdu leur travail. Aujourd'hui, il y a plusieurs médias en Afghanistan qui transformaient leurs bâtiments, ça veut dire talibans ont transformé leurs bâtiments de travail par exemple, pour continuer comme une école religieuse. Donc, il y a leur règlement, c'est en plus compliqué. Et donc, mes amis que je connais, par exemple, mes collègues, il y a rarement les gens qui encore continuent leur travail. Leur salaire c'est passé, vraiment, ils ne peuvent pas toucher leur salaire. Au niveau de leurs droits aussi, ils ne peuvent pas travailler comme avant. Ils font autocensure pour sauver leur travail, pour sauver leur vie. Chaque jour, on entend des nouvelles situations. Ça veut dire que chaque jour, on entend les arrestations des journalistes dans chaque ville, dans différentes villes. S'ils diffusent quelque chose contre Taliban ou s'ils diffusent, même si des choses, des articles qui est vraiment pour les lois, pour leur vie, mais qui est contre Taliban. Les talibans vont arrêter les journalistes et donc surtout pour les femmes, la situation c'est plus compliquée. Dans les grandes villes, quand même, il existe quelques médias qui travaillent, mais dans différentes villes, on peut pas dire que les journalistes peuvent encore continuer librement. Le travail, oui. On a l'impression que c'est surtout effectivement des réglementations extrêmement strictes, en plus de la répression, qui fait que le travail de journaliste est devenu quasiment impossible. Et vous expliquez même que, comme il y a beaucoup de journalistes, notamment des femmes, qui n'avaient plus le droit de travailler, les bâtiments étaient réemployés par les talibans pour d'autres utilités.
Je pense, Jean-Samuel, qu'à Haïti, la situation n'est pas exactement la même. On n'est pas sur des réglementations de plus en plus strictes, mais sur une situation sécuritaire dégradée. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de ce que vous savez sur la situation à Haïti de vos collègues? Alors, il y a deux problèmes avec mes confrères qui sont toujours en Haïti et qui travaillent aussi dans des situations difficiles. C'est que il y a des journalistes, et là, je parle vraiment des témoignages que j'ai, parce on est dans un forum qui a presque tous les journalistes en Haïti, donc du coup, et ils se trouvent dans des situations, ils veulent travailler. Et c'est que ces journalistes qui veulent travailler sur des sujets, voilà, qui doivent alerter, qui doivent vraiment attirer l'attention du public sur ces sujets, c'est qu'ils travaillent dans un média et le média, il est financé par un milliardaire. Et ce milliardaire, il est en connivence avec des gangs. Ou bien ce homme d'affaires, ou bien ce politicien, il est en connivence avec des hommes d'affaires. Donc, c'est un pouvoir économique sur les journalistes. Effectivement, c'est ça. Et donc, ce journaliste, il peut pas travailler sur un sujet qui dérange, qui fâche ces hommes d'affaires. Mais là, si ce journaliste décide quand même de travailler sur un sujet où il est un journaliste indépendant, et c'est là, il va avoir des représailles, que ce soit des hommes d'affaires ou bien que ce soit des gangs. Et c'est ça, bon, on parle de liberté de la presse en Haïti, liberté d'expression, mais pour moi, c'est une liberté qui est enchaînée dans la table des publicités, dans la table des hommes d'affaires qui financent ces médias. Et on peut pas travailler effectivement sur des sujets qui fâchent. On peut pas travailler, par exemple, on peut pas travailler sur le sujet comment l'importation ou bien comment les armes sont arrivées en Haïti dans les ports, et les ports sont contrôlés par des hommes d'affaires. Ces hommes d'affaires, ils ont des publicités dans les médias. Et quand vous touchez ce genre de sujet, et quand même, vous allez voir les menaces. D'abord, il y a des pots de vin. On va vous calmer avec des pots de vin, parce qu'on sait que c'est un métier qui est précaire, les journalistes n'ont pas d'argent. Et si vous continuez, les menaces vont arriver. Ça peut aller très loin, en fait. Très loin, même des morts. Et on a pas mal de journalistes qui ont été tués par des gangs parce qu'ils ont décidé de travailler sur un quartier où les gangs opèrent. Et devant cette situation, vous avez tous les deux fait le choix de partir parce que la situation était devenue impossible par rapport à ce que vous faisiez. Et à votre arrivée en France, vous avez rejoint le programme Voix en exil, qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce programme, comment vous êtes venu à le trouver, est-ce que ce que vous avez fait avec Voix en exil, peut-être on va commencer par vous, Anoucha, je vous remets en image. En fait, quand je travaillais en Afghanistan, à Kaboul, on a travaillé avec RSF. Donc, grâce à RSF, j'ai découvert ce programme. Donc, pour moi, vraiment, c'était important de reprendre mon métier en France parce que c'était un moment difficile quand je suis arrivée en France. Je savais pas la langue française. J'ai jamais parlé français, donc c'était un premier défi pour moi, apprentissage de la langue. Et ensuite, j'ai douté que est-ce que je peux continuer mon métier en tant que journaliste en France ou ça sera vraiment compliqué. Donc, j'ai essayé vraiment de trouver une solution. Heureusement, j'avais la chance et j'ai pu enregistrer mon projet à ce programme. Donc, parce que j'ai pris la décision de continuer ma carrière journalistique en France. Donc, quand pardon. Pas de souci, quand je pensais à créer un projet, c'était parce que j'ai vécu, ça fait quelques années en France, et mon métier aussi me permet de penser à ce projet. Donc, je pensais à participer dans ce programme. Grâce à ce programme, on a pu reprendre notre projet, et aussi c'est important parce que
Ce programme, on a mis en relation avec d'autres journalistes, avec des organisations et des médias qui peuvent nous aider de continuer notre métier en France. Donc, dans cette nouvelle société, c'est très important d'avoir cette opportunité parce que pour nous, en tant que les gens on était quelqu'un chez nous, on a travaillé plusieurs années dans les médias. C'était pas facile à reprendre ce métier en France parce qu'on connaît pas. À l'époque, quand par exemple nous sommes arrivés il y a 4 ans presque, on savait pas comment fonctionne le système médiatique en France, comment on peut travailler en France, les lois. Donc, ça sera comment les lois pour les gens qui travaillent, surtout en tant que journalistes. Donc, grâce à ce programme, on a rencontré aussi d'autres journalistes et d'autres personnes, d'autres professionnels qui peuvent nous accompagner pendant ce moment-là pour reprendre notre métier en France. Donc, pour moi, c'était vraiment important ce programme. Et heureusement, on est presque à lancer à ce niveau-là qu'on peut lancer notre projet. Donc, on a appris 6 mois de formation avec eux. Ensuite, on avait les professionnels qui toujours on est en contact pour nous accompagner pour lancer notre projet. Donc, oui. Donc vraiment une formation très complète sur un métier que vous connaissiez déjà, mais c'est vraiment une histoire d'adaptation et de confirmer votre projet quand vous êtes arrivé en France. Exactement. Jean-Samuel, vous, comment ça s'est fait cette mise en relation avec le programme Voix en exil? Moi, c'est grâce avec des confrères qui sont partout et qui ont vu, qu'ils savaient que j'étais ici en France et là, comme Kanoucha a dit, quand on est ici, on commence à douter. Parce que moi, j'avais le choix entre les États-Unis et la France de me fuir, de quitter le pays. Et j'ai choisi la France dans l'idée parce que j'avais l'habitude de venir ici déjà. J'avais déjà le visa français. Je participais à des conférences, des activités, des remises de prix. Et je pensais que ça allait être plus facile pour continuer à exercer le métier, à exister comme journaliste. Mais dans la réalité, dans les faits, c'est totalement différent. Et là, j'étais loin, vraiment loin. Et on m'a partagé l'opportunité. Je faisais partie de la première promotion de Voix en exil et je l'ai saisi parce que c'est ce que j'attendais, parce que quand je suis arrivé ici, j'ai passé près d'un an à rien faire. Et à douter aussi, comme Anoucha disait. Là, on se demande est-ce qu'on allait être journaliste. Moi, surtout moi, c'est ce qui me passionne. Ça, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais. C'est le seul métier que j'ai connu, le journalisme. Donc, du coup, et en retrouvant Voix en exil, et pour moi, j'étais béni de voir ça, parce que là où j'étais à l'époque, j'étais sans connexion de l'actualité, que ce soit de l'actualité haïtienne. Bon, je regardais l'actualité parce que je vis de l'actualité de la politique française. Et là, je me suis dit, quand même, si je suis accepté, je vais vraiment avoir le réseau de partager et de voir que je suis pas seul, non seulement ça, mais de voir d'autres confrères. Et parce que là, le métier, ça demande ça. Ça demande d'avoir un réseau, de parler avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est ce que m'a apporté personnellement Voix en exil. Et cet accompagnement de voir d'autres confrères, de parler avec d'autres confrères, jusqu'à l'aboutissement de mon projet qui est Écomigrant. Comme je vous disais, j'étais de la première promo. Voix en exil, c'est ça, c'est cet accompagnement au final. Et vous allez créer un projet. Et vous allez créer un projet, que ce soit votre projet de podcast, votre projet de médias ou documentaire, tout ça. Mais au final, moi, l'aboutissement de mon projet, c'est ça, c'est Écomigrant, c'est créer ce média d'investigation qui va faire vraiment de l'investigation sur le sujet migratoire en France. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'étais étonné de voir comment des gens ils parlent de questions migratoires et comment ils utilisent la question migratoire, soit vous faites de la politique ou ça et autres.
Et pourtant, moi, je connais le processus et j'ai vu comment ça se passe. Et je suis dans le truc et je me suis dit, mais il faut même s'il y a des médias qui en parlent déjà, mais là, il faut que quelqu'un parle de ce sujet vraiment de manière approfondie et surtout, c'est ce que je faisais en Haïti, c'était de l'investigation. Et là, j'ai décidé de créer cette plateforme et vous pouvez le suivre aussi sur les réseaux, surtout sur Instagram, Éco-Migrant, et qui va faire vraiment de l'investigation sur les questions, sur la question migratoire, mais aussi, on va faire aussi du fact-checking et de la vulgarisation. Alors, j'essaie de trouver le compte Insta, comme ça je peux vous l'envoyer dans le chat si vous voulez. C'est tout attaché. Je sais pas si, c'est quoi le nom exactement du compte Instagram? Éco-Migrant tiré comme ça? Tiré entre éco et migrant. Ouais. Je vais mettre comme ça. Du coup, on vient de le lancer sur les réseaux. Ouais, on a notre site aussi qui va vraiment, on va travailler sur les sujets de migration que les gens vont pour donner vraiment cet espace pour vous expliquer voilà vraiment le sujet. Donc un nouveau média, donc ça fait partie des projets aussi que permet Voix en exil, mais évidemment Voix en exil, c'est pour des journalistes, donc des personnes qui sont déjà professionnelles dans leur pays, mais qui ensuite, en arrivant, se retrouvent un peu évidemment perdus, que ce soit au niveau de la langue, comme expliquait Vanoucha, mais aussi des questions de droit, questions administratives, questions de pratique qui sont assez différentes. Anoucha, vous l'avez déjà un petit peu dit, qu'il y avait une espèce de choc en arrivant sur la pratique journalistique. Qu'est-ce qui vous avait vraiment marqué? Quel souvenir vous avez de l'exercice du métier du journalisme en France? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, qui vous ont un peu interloqué quand vous êtes arrivé sur l'exercice du métier de journaliste? Comment ça s'est fait cette transition pour vous? En fait, la presse en France et les médias en France, en fait, sont très différents de celles de mon pays. Parce que ici, heureusement, il y a des lois, il y a des, comment je peux dire, par exemple, au niveau de juridique, il y a toujours un support. Donc, leur travail en tant que journaliste n'est pas très en danger comme en Afghanistan. On se sent pas trop en difficulté. Au niveau de avoir accès à l'information aussi, c'est un pays plus libre et un pays qui les médias peuvent travailler mieux que l'Afghanistan. Donc, quand même, pour nous, en tant qu'étrangers, si on souhaite continuer notre métier en France, je pense que c'est pas facile. On a toujours des défis, on a toujours des problèmes pour reprendre notre métier parce que tout d'abord, au niveau de la langue française, par exemple, je peux lancer un projet qui est dans mon langue, mais si j'aimerais continuer dans un média français, il prend beaucoup de temps. Je dois m'adapter en différentes choses. Donc, au niveau de la liberté de presse, je suis ravie que je suis arrivée dans un pays qui il y a beaucoup d'opportunités. Mais en tant qu'étranger, j'ai toujours pour avoir la carte de presse aussi, c'est pas facile pour nous, sauf on peut continuer dès qu'on est vraiment on travaille dans un média français, mais en tant qu'étranger, par exemple, je veux travailler maintenant sur un projet de podcast, mais je peux pas avoir une carte de presse pour me présenter quelque part. C'est pourquoi je m'inquiétais un peu au début pour commencer mon métier. Et après avoir cette opportunité avec Voix en exil aussi, on peut pas quand même avoir la carte presse pour nous présenter. Parce que quand on veut, par exemple, faire intervenir quelqu'un, pour moi, c'était une question comment, par exemple, les gens peuvent faire confiance en nous en tant que journaliste, en tant que personne qui travaille dans les médias. Donc,
c'est vraiment un pays que les journalistes peuvent travailler plus librement et pour moi, c'est ça, voilà. Ouais, et puis les limites, ce que vous disiez, c'était vraiment la langue et les questions administratives, en fait, hein, sur les documents pour exercer son métier. Même si la carte de presse est pas indispensable, mais effectivement, c'est toujours mieux d'en avoir une, notamment pour avoir accès à certaines institutions. Et ça a été un petit peu des difficultés pour vous. Et c'est aussi l'intérêt du programme, c'est de comprendre un peu ces spécificités. Oui. En fait, même si il y a beaucoup d'opportunités en France et la liberté, la loi, mais quand même, ça veut dire, ne veut pas dire qu'il n'y a pas les pressions. Ça veut dire ça ne veut pas dire que la presse est à l'abri de toutes les pressions. En France, quand même, il existe les pressions peut-être des pouvoirs de quelques groupes, mais quand même, c'est beaucoup plus mieux que celle de mon pays. Oui, ça n'a pas en termes d'impact, les pressions sont pas du tout les mêmes. Elles s'exercent différemment et c'est moins fort. Ça vous gêne moins dans votre pratique, en tout cas. Exactement. Jean-Samuel, la même chose, hein, parce que vous expliquez, alors vous aviez déjà l'habitude de venir en France, que il n'y a pas la question de la langue qui se posait non plus, mais vous avez quand même eu recours à la formation parce que quand vous êtes arrivé, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des difficultés que vous aviez peut-être pas anticipées, c'est ça? Ah ouais, surtout au Voix en exil, c'est ça, ils font des ateliers, bon voilà, on nous exige voilà le paysage médiatique français et puis le droit de la presse en France aussi, tout ça. Et ouais, c'est ça, ce sont des ateliers intensifs où nous on travaille sur les projets finaux qu'on devrait faire, mais aussi on essaie de se mettre aussi en situation comment on va vraiment travailler sur le terrain après ces 9 mois d'ateliers et de formation. Et au final, il y a des journalistes qui sont sortis avec des projets de podcast, des projets documentaires, des projets de médias ou des médias qu'ils avaient déjà dans leur pays, qui souhaitent continuer maintenant qu'ils sont devenus des médias exilés, des médias réfugiés. Donc, du coup, c'est ça. Et sur la question, quel regard je porte sur le journalisme ici en France, c'est ce qui me fait peur aussi, ou bien ce qui me frappe, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu en Haïti, mais j'espère que ça va pas continuer comme ça, parce que il y a beaucoup de médias indépendants, c'est bien. Contrairement en Haïti, il n'y a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, on peut compter sur les doigts. C'est super, il y a beaucoup de médias indépendants, mais j'ai peur aussi pour ces concentrations de médias qu'on est en train de voir dans les mains des hommes d'affaires, des richissimes. Et c'est ce qu'il y a en Haïti. Et même s'ils ne sont pas des propriétaires de ces médias, mais ils financent vraiment, ils financent ces médias, et ces médias, ils ont qu'une seule idéologie, et leur idéologie, ce qu'ils veulent dire, s'ils le font plaisir, parce que tous les matins, ils écoutent la radio, ils regardent les journaux, et tant qu'il y a quelque chose, ils font du monitoring même, tant qu'il y a quelque chose qui ne leur plaise pas, ils appellent directement soit le rédacteur ou le propriétaire de ces médias, mais je vais enlever cette publicité. Donc du coup, c'est cette forme de pression qu'il y a sur les médias en Haïti. Et j'espère pas que ça va se faire en France, même si on voit il y a beaucoup de concentration de médias dans les mains des hommes très riches en France. Et après, la pratique du journalisme, c'est ce que, voilà, on est un peu à l'abri. On est un peu à l'abri jusque-là, je peux le dire, contrairement avec d'autres pays, contrairement avec Haïti, si on travaille sur un sujet qui fâche des gens. Mais vous voyez-vous, en arrivant et en voyant un peu le paysage médiatique avec des grands patrons de presse qui se retrouvent à acheter plein de médias, on pense évidemment à Bolloré, vous avez vu un parallèle avec la situation à Haïti, vous dites il y a un risque, quoi, sans dire que c'est la même chose? Oui, je pense, je pense qu'il y a un risque. Anoucha, peut-être une question sur vos projets, parce que vous avez parlé beaucoup des projets, on a parlé du média Éco-Migrant que vous avez fondé, on a parlé aussi d'éventuellement projet de podcast. Anoucha, je crois que vous avez aussi un projet de podcast que vous l'avez déjà évoqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, le présenter? En fait, j'ai un projet podcast consacré aux femmes afghanes. À travers de ce projet, je souhaite inviter des femmes afghanes
des femmes afghanes exilées en France, que ça veut dire les femmes qui sont depuis des années en France, à parler de leur expérience, leurs défis et aussi leur réussite dans leur vie en France. Donc, l'idée, c'est que leur témoignage puisse aider d'autres femmes arrivant en France, comme la motivation et l'espoir pour eux, pour reconstruire leur vie en France. Parce qu'au début, par exemple, quand nous sommes arrivés en France, pour nous, c'était pas facile de s'adapter à une nouvelle situation. Au niveau de différentes cultures, différentes langues, tout est nouveau pour nous. Donc, c'est ça l'idée que je voudrais créer ce podcast pour aider les personnes, les jeunes arrivants en France, qui, par exemple, les Afghans nouvellement arrivés en France, surtout les femmes. Donc, j'y réfléchis aussi, inviter des professionnels dans différents domaines. Ça veut dire des avocats, des psychologues, donc pour expliquer les lois, pour expliquer des choses qui est vraiment importantes, qui peuvent être utiles pour les gens qui arrivent en France. Donc, à travers de ce projet, j'aimerais aider surtout les femmes afghanes qui arrivent en France. En ce moment, en fait, je travaille sur le budget, sur toutes les coordinations qui est nécessaire, le format de ce podcast, donc avec l'accompagnement du programme Voix en exil. Okay. On a toujours des professionnels qui nous accompagnent, donc on va petit à petit, on va lancer ce projet. Et ce serait un projet qui serait intégralement en français. Vous prévoyez aussi de le faire en dari, en pachto, pour justement comme c'est à l'usage de ces femmes. Oui. Oui. En fait, la langue, ça sera en dari, parce que les gens qui arrivent en France ne peuvent pas parler français. En fait, on a pensé d'avoir dans chaque saison, on peut avoir un épisode en français aussi. D'accord. Pour expliquer pour audience française, de savoir c'est quoi le but de ce podcast et c'était quoi les sujets qu'on a participé, on a parlé. Donc c'est pourquoi j'aimerais avoir des épisodes en français aussi. Parce que vous êtes au courant qu'après 2021, c'est pourquoi ce projet c'est important pour moi et pourquoi je pensais à travailler sur ce projet. Après 2021, beaucoup des Afghans sont arrivés en France. Parmi eux, il y a beaucoup de femmes, surtout les jeunes filles qui étaient obligées comme moi elles ont dû quitter notre pays. Donc, c'est pourquoi je pensais à ce projet. J'espère qu'on peut, à travers de ce projet, aider les nouvelles arrivants. Est-ce que vous avez éventuellement des réseaux sur lesquels on peut suivre les annonces éventuellement, s'il y a des gens qui sont peut-être intéressés parmi les spectatrices et les spectateurs? D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, bien sûr. En fait, on n'a pas encore postulé ni sur réseaux sociaux, ni sur d'autres réseaux. On va bientôt, on va lancer et on va créer des vidéos pour soit Instagram, YouTube et aussi on va commencer peut-être sur Spotify. Donc, évidemment, on suivra ça dans le chat. Si ça vous intéresse, vous pouvez googler le nom de Anoucha qui dans quelques mois, enfin je dis quelques mois, je ne sais pas quand c'est ce que vous prévoyez de sortir, mais ça va sortir bientôt, quoi. Oui. Jean-Samuel, je voulais poser une question un petit peu alors vous avez déjà parlé de mots éco-migrants, mais plus largement, enfin même plutôt plus précisément, je voulais parler du fait de continuer à écrire. J'ai vu notamment que vous aviez publié plusieurs articles, notamment sur le site de Voix en exil. Qu'est-ce que vous écrivez aujourd'hui? Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez? Alors moi je travaille, je sais pas, je disais ça souvent avec des camarades, des confrères. Je disais ça et je sais pas si c'est parce que
Et l'exil m'a forcé à travailler sur d'autres angles. Parce que là, maintenant, quand je travaille surtout sur un sujet, il y a surtout ça qui arrive. Voilà, il faut écrire sur, soit pour démentir quelque chose qui a été dit, et soit pour éclairer, pour partager une histoire que j'ai vécue, ou bien j'ai vu d'autres personnes qui m'ont raconté ça. Et là, le dernier article que je crois que j'ai écrit, c'était sur, pour moi, c'était simple, mais je le vois pas. Je me demande pourquoi, quand j'écoute que ce soit les médias d'informations qui partagent, mais ça m'énerve aussi parfois de voir qu'on partage des informations, mais on parle pas de cette première année de Trump qui était totalement catastrophique et des faits. Moi, j'ai fait juste que relayer les faits. C'était pas vraiment des choses. Mais je me suis dit, mais c'était bien de le faire, de relayer les faits qui pendant cette première année. C'est un article que j'ai écrit sur Donald Trump, pour dire, voilà, les premières années de Donald Trump. Et ça me dérange aussi de voir certains médias parlent d'un homme, mais ne parlent pas de ses faits. Comment on peut parler de cet homme comme si il le glorifie? Et bon, moi, j'ai juste les faits de ce monsieur, de ce président, et qui pour dire, voilà, c'est un président, mais il est pas quelqu'un qu'on pense, la façon dont on dit, il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est ça, j'ai les faits surtout. Et Donald Trump, il est vraiment un président qui est, bon, je dirais pas anti-haïtien, mais très raciste, parce qu'il a mené une campagne sur les dos des Haïtiens, en concoctant une fake news en disant que les Haïtiens mangent des animaux de domestique. Et voilà, ça a fait un buzz, et c'est l'une des fake news qu'il a propulsé dans les sondages. Et là, j'étais bien pour d'écrire ça, pour dire que voilà, c'est un président pendant cette première année de son mandat. Voilà ce qu'il a fait. Voilà son bilan de première année. C'est un bilan catastrophique. Et on voit que les États-Unis, on peut parler, c'est la démocratie qu'on présente aux États-Unis est vacillée maintenant. Parce qu'il a dépassé toutes les bornes. Puis un contexte aussi où vous avez une proximité géographique, mais aussi une influence politique des États-Unis historiquement à Haïti, c'est forcément un sujet qui vous touche particulièrement. Très très particulièrement, parce que ça fait des décennies que les États-Unis, l'ingérence politique aux États-Unis est présente maintenant depuis le premier mandat de Donald Trump avec le deuxième mandat de Donald Trump. Là, le deuxième mandat de Donald Trump, on n'en parle pas parce que l'ambassadeur américain aux États-Unis, il ne le cache plus. Il n'y a plus d'annonce officielle. Il révoque, ça je le dis parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, par WhatsApp, un premier ministre. C'est l'ambassadeur de Donald Trump des États-Unis en Haïti. Par WhatsApp. Il menace des premiers ministres, alors des ministres, des conseillers. Bon, là maintenant, même si ce sont des hommes qui sont pas honnêtes aussi, on peut le dire, mais quand même, il y a un protocole. Même là encore, un ambassadeur, il n'a pas de pouvoir sur un conseil ou bien un conseiller présidentiel, mais pourtant c'est le contraire. Il menace un conseiller présidentiel par WhatsApp. Il menace un ministre par WhatsApp. Si vous faites pas ceci, si vous faites pas là, on va vous couper le visa, on va vous sanctionner, que vous dites que vous êtes en connivence avec des gangs. Même si ces gens, ils sont pas honnêtes, mais là, ça, c'est quelque chose de démesuré et impensable. On peut reconnaître au moins à Trump que je pense que chaque pays du monde peut écrire un article sur des ingérences qu'il a commis chez eux, mais c'est vrai qu'il y a quand même une histoire particulière en lien avec Haïti et les États-Unis, bon, avec la France aussi évidemment, hein, mais notamment avec les États-Unis. Anousha, est-ce que vous avez des articles que vous avez publiés ou des projets d'articles dont vous aimeriez nous parler dans les prochains mois, dans les prochaines semaines ? Oui, désolée, j'ai coupé ma voix parce que tout à l'heure j'ai toussé trop fort, j'ai pas vu que c'est allumé. Il n'y a pas de souci. Oui, en fait, je travaille sur un article toujours sur le sujet des femmes afghanes. En fait, cette fois, je vais écrire un article sur les femmes afghanes qui, par exemple, les femmes qui ont quitté leur travail, pardon, mais qu'elles décidaient de quand même continuer un autre métier, un autre travail chez eux,
chez elles pour puissent financer leur famille, pour sauver la vie de leur famille, par exemple. Ils font des différents métiers comme, je peux dire, comme couture, comme fabrication de bougies, des protections laitières, on peut dire comme ça. Donc, de différentes choses comme pâtisserie, tous leurs compétences qui peuvent travailler chez elles et pour gagner leur vie. Donc, c'est quand même un type de résidence, on peut dire. De résilience, oui. Donc, ouais. Et vous avez encore des contacts justement qui peuvent vous présenter ces par projets-là en exemple, Afghanistan? Je connais les maîtresses qui, par exemple, une femme qui avant elle était maîtresse à l'école, mais malheureusement aujourd'hui elle ne peut pas continuer son métier. Malheureusement, sa fille, elle m'a raconté que sa fille aussi, elle ne peut pas continuer, pardon, elle ne peut pas aller à l'école. C'est pourquoi elles ont décidé de continuer un autre métier chez elles. Elles font face avec beaucoup de difficultés morales, beaucoup au niveau de morale, elles ont perdu leur motivation dans quelques années, mais quand même, elles ont décidé de changer cette situation pour continuer. Et donc ça, c'est un témoignage que vous voulez recueillir. Oui, c'est pourquoi on a décidé j'ai déjà faire intervenir quelques femmes, donc quand même, j'aurais besoin d'autres femmes de compléter cet article, de finir mon article. Donc, c'est comme ça, la situation des femmes en Afghanistan, c'est vraiment catastrophique. Mais ça pose la question aussi de la façon de travailler avec des sources. Il faut être, je suppose, assez prudente aussi pour recueillir les témoignages sans mettre en danger les personnes. Comment vous gérez ça? En fait, je suis en contact avec eux, mais par exemple, pour sauver leur vie, on va pas publier leur vrai nom. Et donc, au niveau de contact aussi, on utilise le WhatsApp, mais quand même, on essaie de garder privé leur information. Et c'est aussi des pratiques, j'en sais bien, je sais pas si vous écrivez sur Haïti avec des sources sur place, c'est aussi des questions que je suppose qui rentrent en compte, c'est la question de la sécurité des personnes sur place. Et vous qui connaissez tous les deux la situation et les pressions auxquelles vous faites face, évidemment, ça doit être quelque chose d'assez important, cette question de la sécurité des personnes sur lesquelles vous travaillez. Ouais, effectivement. Alors moi, personnellement, je reste vraiment, j'essaie de vraiment de restreindre vraiment. Si le journaliste souhaite vraiment qu'on partage, qu'on écrit sur le sujet ensemble, ok, mais restreindre vraiment complètement rester vraiment pour dire que non, on a trouvé cette information, ou bien si c'est des confrères français qui souhaitent vraiment être en contact avec un journaliste qui part sur les terrains, et voilà, ça c'est le journaliste qui va l'accueillir, qui va dire voilà comment faire. Je fais aussi ce pont parce que moi personnellement je peux pas y aller pour le moment parce que j'ai statut de réfugié, je peux pas retourner dans mon pays pour le moment. Et si c'est ça, je fais le contact avec des confrères français pour dire, ou bien si un confrère français souhaite et vraiment, parce que ce que les journalistes ne comprennent pas aussi, ou bien les patrons de presse ne comprennent pas, parce que nous, les journalistes qui connaissent vraiment, qui a des expériences, moi personnellement, j'ai près de 10 ans de carrière en Haïti, totalement. Je connais vraiment même la parole des politiques. Je sais que, par exemple, on parle des élections et d'ici la fin de l'année, mais pour les journalistes ici, pour les médias ici, on y croit, mais nous, les journalistes qui ont de l'expérience en Haïti, on sait que même si on va partager l'information, mais on va partager l'information de manière pour dire, pour expliquer, c'est pas possible. Ouais, on a fixé les dates des élections en Haïti, mais c'est pas possible parce que voilà pourquoi c'est pas possible. Parce qu'on n'a rien. Et la capitale est contrôlée par les gangs. Comment vont être les campagnes? Est-ce qu'on va exclure la capitale dans les élections? Bon, ça, on a cette expérience, on connaît le terrain et on a
le regard que vous avez sur Haïti, c'est pas ce regard que j'ai. Et peut-être c'est ça, quand on partage les informations dans les médias, c'est soit biaisé parce qu'on n'a pas l'expertise du journaliste sur le terrain qui connaît ce terrain. Et ouais, il y a des confrères qui savent qu'il y a ce manque. Soit ils me contactent ou ils me demandent s'ils vont partir en Haïti, ils me demandent voilà, est-ce que je peux confier un journaliste qui connaît ce sujet et qui est habile à vraiment à partager toutes les informations avec moi. Ou bien quand j'écris quelque chose, je l'écris de par mes expériences, de par les témoignages que je sais, ou bien les politiques, de par les déclarations des politiques. C'est comme ça que je continue à écrire sur Haïti. Et aussi en France, parce que là, je vis en France, je suis installé en France. Et Haïti et la France, c'est deux pays qui sont historiquement liés. Donc, du coup, je continue à écrire sur les deux, sur la France et Haïti, sur la diplomatie française en Haïti, parce que là, on n'en parle pas, mais même si c'est pas de Donald Trump, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut se poser des questions. Et l'ingérence politique de la diplomatie française en Haïti aussi, ça, il faut poser des questions parce qu'il y a une question de corps groupe qui parle en Haïti. La diplomatie, les ambassadeurs de la France sont aussi dans le corps groupe. Le corps groupe, je dis quelques mots, c'est une association d'ambassadeurs qui décident de la politique en Haïti. Et puis une histoire évidemment très très lourde avec la question de la dette aussi. La double dette en Haïti que la France ne veulent jamais vraiment reconnu jusque-là. On a une question de Shamsel, alors peut-être pour vous Anoucha, qui demande, y a-t-il eu, ça va être pour les deux je pense, mais je commence par Anoucha pour alterner un peu, y a-t-il eu des pressions venant de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, même après votre installation ici, c'est-à-dire est-ce qu'il continue à avoir des menaces même après votre arrivée en France? Non, en fait, j'ai pas eu des menaces, quelque chose. Mais quand même, je reste toujours vigilante parce que ma famille, elle existe, ils sont toujours en Afghanistan. Donc, quand je vais, par exemple, écrire un article ou même si les réseaux que j'utilise pour être en contact avec les journalistes en Afghanistan ou avec mes proches, ma famille en Afghanistan, on reste toujours vigilant de ne pas publier quelque chose qui se met en danger. Et Jean-Samuel, vous avez la même vigilance aussi? Oui, vigilance, on est vigilant et on n'a pas de pression, que ce soit des politiques, que ce soit des hommes d'affaires dont on a parlé dans nos travaux en Haïti. Mais ça, c'est Haïti. Mais pour les autres confrères qui font partie de Voix en exil, il y en a qui ne peuvent pas vraiment parler. Et même s'ils ne parlent pas, il y en a qui sont très, très vigilants. Il y a dans le programme Voix en exil, je crois, surtout pour ma promo, pour la promo 1, il y avait des journalistes russes. Donc, du coup, ils sont très vigilants. Donc, pour ne pas parler, voilà, parce que le bras de Poutine est très, très long. Oui, il y a des pays qui sont connus pour poursuivre même en dehors de frontières, je pense la Chine, la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, des pays où les gens peuvent recevoir des menaces même à l'extérieur, mais c'est pas forcément le cas pour vous. Non, pour moi, personnellement, non. Mais malgré, on est vigilant parce qu'on a encore de la famille en Haïti. Et on est très, très vigilant de ce qu'on fait, par rapport aux répercussions que ça peut avoir sur notre famille. Anoucha, Jean-Samuel parlait tout à l'heure du regard qu'ont les journalistes en France sur Haïti, qui l'a un peu surpris. Comment vous avez vu, vous, ce regard français sur l'Afghanistan? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? En fait, ce qui m'a fait surprise, c'était un YouTuber français qui il a voyagé en Afghanistan. Oui, je vois qui c'est. Les talibans font bien accueillir, donc oui. Quand j'ai vu ces reportages, c'était pour moi c'était vraiment une surprise parce que j'ai dit comment c'est possible que on va partager sauf un côté de la réalité en Afghanistan. De l'autre côté, ils sont les femmes qui ne peuvent pas, même si aller faire des shopping toutes seules, elles ne peuvent pas aller, les filles ne peuvent pas aller à l'école
l'université est fermée. Le métier de médecin pour les femmes qui vraiment c'est important dans un pays d'avoir les femmes médecins. Mais en Afghanistan, c'est un catastrophique. Donc, quand j'ai vu ce type de reportage qui montre que les talibans sont vraiment, pardon, ils accueillent bien les gens, les invités, les étrangers, mais que les talibans font des choses bizarres contre les femmes. Ce type de reportage m'a choqué. Pourquoi? Parce que les gens qui font un reportage et ils voyagent dans d'autres pays, c'est comme une source importante pour d'autres Français, pour d'autres gens qui regardent leur reportage. Donc, c'était, pour moi, c'était, comment je peux dire, on peut pas juger Afghanistan avec ce type de reportage. Oui. Parce que la situation, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Et effectivement, il y avait eu quelques articles sur cette polémique d'un youtubeur voyage qui était parti un peu dans un voyage un petit peu de village Potemkin, un voyage de propagande sur les talibans, avec l'autorisation des talibans, effectivement. Eh ben, écoutez, je pense qu'on se dirige vers la fin de l'émission. On est dans les temps, c'est incroyable. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Jean-Samuel, merci Anoucha d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle vos projets respectifs. Alors Jean-Samuel, c'est le projet Éco-Migrants que vous avez lancé, un média consacré à la question des migrants. Et Anoucha, vous préparez un podcast à destination des femmes afghanes, alors qui sera essentiellement en dari, mais vous nous avez dit qu'il y aura quelques épisodes en français. Donc on suivra ça, bien entendu, quand ça sortira. Merci en tout cas à tous les deux. Nous, on fait une petite pause de 5 minutes, le temps d'aller recharger l'eau et le café éventuellement. Je vois que les sous-titres se sont arrêtés tout seuls, pourquoi pas. Et je vous dis à dans 5 minutes. Merci encore à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.